Vous allez écouter dans un instant Gérard Chaliand, spécialiste des relations internationales, des questions de stratégie, des conflits armés et surtout des conflits asymétriques. Il a contribué au renouveau de la géopolitique et à la connaissance des stratégies militaires non occidentales. Il a été au cours du demi-siècle écoulé un observateur participant des guérillas d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine et a enseigné à Harvard, Berkeley, à l'ENA ou encore à l'école de guerre. Samedi 18 juin 2022, Gérard Chaliand était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la publication de son livre « Le savoir de la peau » paru aux éditions de l'Archipel, suite du premier volet de ses mémoires, La pointe du couteau, sorti en 2011 chez Robert Laffont. Bon, moi je vais attaquer. Alors mon nom est Gérard Chaliand, comme vous le savez. Je suis l'auteur d'un certain nombre de livres. On me classe en général comme géopoliticien. Mais ce qui me distingue plus particulièrement, c'est d'être un homme de terrain. C'est-à-dire qu'au cours des 50 dernières années, j'ai eu le privilège d'être présent sur les 5 continents dans la majeure partie des guerres irrégulières qui se sont déroulées. Je suis aussi poète, c'est quelque chose de marginal en ce qui concerne la lecture, mais pour moi, à mes yeux, c'est la chose la plus importante. En définitive, c'est ce qui reste lorsque les livres politiques ont été oubliés, à l'exception de quelques-uns quand ils sont tout à fait remarquables, comme La démocratie en Amérique de M. Tocqueville, comme les œuvres de Hobbes, et 2 ou 3 comme ça. Donc, ce soir, je voulais aussi remercier Jean Torel, le patron d'Ombre Blanche, Hélène Cardona, que je connais aussi, qui m'ont invité dans le passé par 2 fois. Il y avait foule en ce temps-là. Aujourd'hui, je voudrais remercier les quelques-uns qui sont présents et saluer leur courage ou leur intérêt, en m'étonnant d'ailleurs qu'une température en définitive supportable pour des gens bien portants puisse être aussi dissuasive, avec la bénédiction des pouvoirs publics qui nous apprennent à avoir peur de tout et de notre ombre, aidés en cela par des médias qui n'ont pas arrêté depuis des années de vendre de l'anxiété. Vous me direz que c'est leur fonds de commerce. Enfin, on n'est pas obligé de se laisser manipuler. Donc, bravo pour le courage, bravo pour l'intérêt à ce que je vais essayer d'expliquer et qui finalement va se dérouler de la façon suivante. Je vais faire une 20aine de minutes d'introduction et ensuite je vais passer à questions-réponses parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui vous préoccupe, vous, et j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes moyens, que ce soit sur l'Ukraine, sur la situation mondiale d'une façon générale, sur les perspectives françaises également. Et je démarre avec un rappel de ce que nous étions, de ce que nous sommes et de ce que nous sommes en train de devenir. Je rappelle par exemple qu'en 1914, et ce que je raconte, ce n'est pas un jugement de valeur. Je ne suis pas en train de dire c'était mieux, moins bien. J'essaye, sans aucune espèce d'idéologie, de définir quel était l'état des lieux. En 1914, l'Europe, je dis bien l'Europe, non pas les États-Unis, l'Europe dominait le monde. C'est-à-dire que toute l'Asie était soit colonisée, soit, comme on disait dans le vocabulaire habituel de cette époque, semi-colonisée, à l'exception du Japon.
à partir de 1884, toute l'Afrique a été partagée, à l'exception de l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie, qui a réussi à échapper parce qu'elle était chrétienne et qu'en même temps elle a joué aussi des contradictions entre les Français, les Italiens et les Britanniques. Et puis le Libéria, cette espèce de chose très particulière créée par d'ex-esclaves américains ramenés en Afrique et qui ont d'ailleurs eux-mêmes colonisé les habitants qui se trouvaient sur place. C'est-à-dire que finalement, ils se sont comportés exactement comme se sont comportés tous ceux qui sont les vainqueurs en esclavageant les vaincus. Et ça a duré très longtemps, puisque ce type de régime n'a disparu que dans les années 1960. Donc, qu'est-ce que ce monde, comment dirais-je, ressentait ? Eh bien, ce monde ressentait d'abord un immense désarroi, parce que le monde avait changé et qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qui venait de changer. C'est-à-dire que cette révolution industrielle qui avait été bâtie par les Européens, et particulièrement par quelques-uns d'entre eux, les Britanniques, les Allemands, les Français notamment, et plus loin par les Américains, mais enfin, les Américains sur le plan politique n'avaient pas d'influence directe sur le monde afro-asiatique et sur l'Europe. C'est uniquement après 14-18, grâce à leur puissance financière et aussi à l'imbécilité des Européens qui se sont en partie suicidés avec cette guerre de 14, que les États-Unis ont commencé à devenir plus importants et devenir vraiment décisifs à partir de 1945, mais j'y reviendrai. Donc, à cette époque-là, la révolution industrielle modifie complètement tout, un peu comme aujourd'hui, le numérique est en train de modifier complètement toutes nos habitudes. Et à quoi nous, certains, en tout cas ceux qui ont passé la soixantaine par exemple, ont du mal à s'adapter, exactement comme les pays d'Afrique et d'Asie avaient du mal à comprendre mais comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont inventé de nouveau que nous ne comprenons pas. Et effectivement, c'était difficile de comprendre que, ma foi, le cheval n'était plus très important, la locomotive allait plus vite, les Allemands vont le prouver au cours de la guerre de 70, les Américains le prouvent pendant la guerre de sécession. Le navire à vapeur va devenir absolument une révolution en mer par rapport à l'époque des navires à voile. Il y a des médicaments comme la quinine qui vont permettre également de s'engager dans des zones de fièvre très importantes qui autrefois étaient quasiment interdites pour la bonne raison qu'y survivre était très dur. Et puis il y a aussi d'autres idées complètement nouvelles aussi qui n'existaient pas, comme l'idée de l'État-nation. L'État-nation, c'est une conception nouvelle dont l'origine peut remonter peut-être au XVIIe, XVIIIe siècle, mais qui véritablement s'impose au XIXe de façon forte. Les gens se sentent français, ils vont se sentir allemands. L'unité allemande est tardive. Ils vont se sentir italiens, l'unité italienne est tardive. Ils vont se sentir britanniques alors qu'ils vont réussir à mettre ensemble les Gallois, les Écossais, les Anglais par-dessus tout. Bref, il va y avoir des modifications importantes. Et puis, ceux qui disposent donc d'une supériorité matérielle, économique, militaire, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire ce que l'espèce humaine a toujours fait, tenter de dominer les autres. Et c'est ce que les Européens vont faire à l'époque dite impériale, d'où on appelle ça l'impérialisme européen. Alors cet impérialisme, il amène tout à la fois, c'est-à-dire l'humiliation, la domination, les idées nouvelles, dont la plus importante est l'idée de l'État-nation, que, après avoir mis du temps pour comprendre ce que c'était, 3 générations en moyenne, cette idée, on va la retourner contre le dominateur,
Et c'est cette idée qui va permettre de gagner et de se libérer. C'est ça qui s'est passé, en définitive. La première génération, elle va se réfugier dans les valeurs morales, religieuses. C'est le cas des Chinois qui se réfugient dans le bouddhisme ou le taoïsme ou le confucianisme. C'est le cas des musulmans qui se disent que, ma foi, probablement qu'on a été trop tiède, qu'il faut revenir à la pensée la plus proche d'Allah. C'est un repli qui, malheureusement, ne permet pas de trouver une réponse à l'impérialisme des autres, à leur force, à leur domination. La deuxième génération, c'est une génération qui, en général, connaît la langue du colonisateur, le français, l'anglais notamment, qui est une génération urbaine et qui comprend quand même un peu de quoi il s'agit. C'est-à-dire, ils se disent, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Qu'est-ce qui est en retard? Ben voilà, on n'a pas de parti, on n'a pas de constitution, on n'a pas d'institution comme ces gens-là, et il faudrait les adopter. Et alors ils vont tenter le coup. Ils vont essayer de faire la révolution constitutionnelle en Iran en 1905. Ils vont faire la révolution jaune turque en 1908 en disant tous les sujets de l'Empire sont égaux. Puis ils vont changer d'avis par la suite. D'autres ailleurs vont effectivement essayer de créer des partis modernes. C'est le cas des Égyptiens qui créent le WAFT en 1920 en disant nous, on n'a pas de parti. Les Chinois, par exemple, n'avaient pas de parti non plus. Ils vont avoir des mouvements de masse comme les boxers, qui luttent contre la domination des Blancs. C'est comme ça qu'on appelait l'adversaire à l'époque. Ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas, mais les choses avancent. Tout ça, c'est en 80 années, c'est pas grand-chose au regard de l'histoire. Et ils vont être aidés beaucoup indirectement par l'exemple des Japonais. Qu'est-ce qu'ils font, les Japonais? Eh bien, ils voient arriver les Blancs, puisque c'est comme ça que ça s'appelait, les Occidentaux à l'époque. Ils voient arriver les Blancs dans l'ensemble de l'Asie orientale. Les Britanniques se trouvent dans ce qu'on appelle les Indes de l'époque, c'est-à-dire l'Inde d'aujourd'hui, les Pakistans d'aujourd'hui, le Bangladesh d'aujourd'hui, la Malaisie d'aujourd'hui, la Birmanie d'aujourd'hui, enfin bref, énorme. Ils voient arriver les Français en Cochinchine, sud de l'Indo. Ils voient arriver, déjà ils avaient vu arriver les Espagnols aux Philippines. À Java, c'était déjà les Néerlandais, les Hollandais. Bref, ils sont complètement entourés. Les Américains, eux, ont commencé à dominer les îles du Pacifique du côté oriental. Ils sont aux Marshall, ils sont aux Aléoutiennes, etc., etc. Bref, le Japon, à l'heure du péril blanc, se dit « Nom de Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» Et à leurs yeux, il n'y a qu'une seule solution. Il faut imiter ces mecs, faire comme eux, devenir leurs égaux, voire même pouvoir leur disputer la suprématie. Et ils vont faire ce qu'on appelle la révolution du Meiji en 1868. Ils vont inviter les Français, qui à l'époque passaient pour avoir la meilleure armée européenne. Nous sommes en 1868. 2 ans après, les Français vont être battus à Sedan. Ils vont dire merci aux Français et ils vont prendre les Allemands, puisque les Allemands ont battu les Français. Et à partir de là, ils vont se bâtir, non plus une armée de samouraïs, non, ils vont se bâtir une armée moderne, avec des flingues, et ils vont se transformer suffisamment rapidement pour qu'en 1895, c'est-à-dire une vingtaine d'années après, pour la première fois dans l'histoire de l'Asie, les Japonais battent les Chinois. Les Chinois, il faut le rappeler, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, étaient puissants. Du point de vue économique, ils étaient plus importants que n'importe lequel des États européens, vers 1850. Et puis après ça, ils vont complètement péricliter. Ils vont être dominés par les Britanniques, par les Français,
ça va être la guerre de l'opium. On va les forcer à importer de l'opium et puis de le consommer. Ça a été un siècle où ils vont être sous la botte des Européens, avec ce que ça présuppose d'humiliation pour des gens qui avaient été jusque-là non vaincus, sauf de temps en temps par les Mongols, qui finissaient de toute façon par assimiler, par intégrer culturellement. Alors, les Japonais, sur leur lancée, ils font partie du club des coloniaux. Ils vont devenir les patrons de la Corée en 1910. Entre-temps, ils vont être même courtisés par les Britanniques qui leur disent « Bon, ben maintenant que vous faites partie du club des Blancs d'honneur, on pourrait peut-être se mettre ensemble contre les Russes. Parce que les Russes sont très près du Japon et en même temps, c'est un adversaire. » Bon, ça ne se fait pas. D'ailleurs, les Japonais vont battre les Russes en 1904, en 1905, sur terre, en Mandchourie, sur mer, à Tsushima, un port important au sud de la péninsule japonaise. Ils vont faire la preuve, à cette époque-là, ça passait pour un truc impensable, ils vont faire la preuve que des ex, entre guillemets, non blancs, enfin, ou des gens qui étaient, comment dirais-je, dans une société traditionnelle, grâce à une transformation en imitant les États industriels, peuvent battre une nation blanche comme les Russes. Ça a été un coup de tonnerre en Asie. Les Indiens, les Javanais, les Birmans, les Vietnamiens sont venus à Tokyo demander les mecs, comment vous avez fait, quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Et ils disent, ben voilà comment on a organisé l'industrialisation, comment on a changé les méthodes de l'armée, et personne n'a été, à cette époque-là, capable d'imiter le modèle japonais. Les Japonais sont restés complètement à part. La domination continue après 1914, et elle va continuer grosso modo jusqu'à 1940, c'est-à-dire le moment où la Seconde Guerre mondiale va complètement bouleverser le monde. Et entre-temps, l'affaiblissement économique de l'Europe, notamment du point de vue financier, l'argent est prêté par les Américains, fait que les États-Unis deviennent la première puissance économique et financière du monde, mais ils continuent de rester ce qu'ils étaient, c'est-à-dire isolationnistes dans leur coin. Ils étaient d'ailleurs anticoloniaux, puisque c'était des ex-colonialistes des ex-colonisés qui s'étaient libérés du colonialisme. Et ils ne se mêlent pas des affaires européennes à une condition, c'est que les Européens, en aucun cas, ne se mêlent de ce qui se passe dans l'hémisphère ouest, c'est-à-dire sur l'ensemble du continent américain. Les Américains interviennent en Amérique centrale de nombreuses fois, ils interviennent à Cuba, ils interviennent au Nicaragua, ils interviennent à Panama, qui créent d'ailleurs eux-mêmes, ils interviennent même ailleurs. Bref, ils écartent les Français qui, à l'époque de Napoléon III, s'étaient mis dans la tête d'intervenir au Mexique, dehors. Donc, les États-Unis s'occupent du continent, de l'hémisphère ouest, c'est-à-dire du continent américain entièrement. Ils rachètent d'ailleurs l'Alaska aux Russes, qui n'étaient pas mécontents de s'en débarrasser, c'était trop loin. Et leur économie pèse très fort. Pendant ce temps-là, les Japonais, ils s'industrialisent. Et malheureusement, le Japon est un État relativement pauvre en minerais, relativement pauvre en quoi que ce soit de véritablement intéressant, hydrocarbures, etc., etc., etc. Donc, finalement, ils achètent les matières premières ailleurs, et avec le savoir-faire japonais, c'est-à-dire cette minutie qu'ils savent utiliser, que tout le monde connaît aujourd'hui, ils arrivent à fabriquer des produits japonais qui ressemblent un peu à ce que les Chinois ont fait il y a de ça une vingtaine d'années, c'est-à-dire du bon matériel pas cher, pas extraordinaire, mais vraiment bon marché. Et ça se vendait très très bien. Ça marchait pas mal, 1920, 21,
jusqu'à 1929. Et un vendredi, en 1929, c'est la crise. Et les Américains disent, bon ben voilà, on n'achète plus rien aux Japonais, les Européens non plus. D'ailleurs, c'est pas pour faire, comment dirais-je, c'est pas pour ostraciser les Japonais par racisme, c'est tout simplement que eux-mêmes sont dans une crise profonde. Il y a des millions de chômeurs américains, des millions de chômeurs en Allemagne, il y a des chômeurs en France en pagaille. Donc, à cette époque-là, les Japonais qui sont coincés, plus personne ne veut rien leur acheter et ils n'ont pas de marché intérieur. Alors, ils se décident à la seule chose qui leur paraît raisonnable, la guerre. Ils vont envahir la Chine, c'est-à-dire qu'ils vont s'emparer en 1931 de la Mandchourie, c'est la partie la plus au nord de la Chine, comme vous savez. Ils vont la baptiser Manchukuo. Et en quelque sorte, la Seconde Guerre mondiale, qui pour nous, Européens, commence entre 1939 et 1940, et qui commence en 1941 avec Pearl Harbor pour les Américains, eh bien, en réalité, dans cette partie de l'Asie, la Seconde Guerre mondiale commence en 1931 avec l'investissement de la Mandchourie et se poursuit en 1937 par une fantastique attaque du Japon dans tout le nord côtier de la Chine jusqu'à Nankin, où se livre un gros massacre. Voilà ce qui se passe. Et nous, pour nous, c'est loin. On n'est pas concernés directement. Les Japonais se débrouillent, les Chinois, les Américains ont laissé faire, bien qu'ils sont du côté des Chinois. Et les Japonais vont opter pour l'alliance avec l'Allemagne hitlérienne. Ils vont commettre l'erreur d'attaquer les États-Unis à Pearl Harbor en octobre 1941. Et pendant à peu près 18 mois, ils vont voler de victoire en victoire. C'est d'ailleurs ce qui avait été prévu par l'amiral Togo, qui avait dit on va être battu de façon ultime par les Américains parce qu'ils ont, moi j'y ai vécu, a-t-il ajouté, ils ont des réserves industrielles et une capacité de production que nous n'avons pas. Mais, comme guerriers, ils ne sont pas terribles et ils sont en plus pris par surprise. Donc, les succès, on en aura pendant un moment, 18 mois. Et pendant ces 18 mois, dans un univers qui était colonial, colonisé, avec des gens soumis, humiliés, les Japonais vont faire la preuve qu'on peut battre les Américains aux Philippines, on peut battre les Néerlandais à Java, on peut battre les Français en Indochine, on peut battre les Anglais à Singapour, 1942, en Malaisie, en Birmanie. Bref, le mythe, à l'époque, de la supériorité de l'homme blanc s'effondre. Et les mouvements de libération dans cette région-là, c'est-à-dire l'Asie orientale, éclatent. Alors c'est mené de façon différente. Par exemple, les Chinois, ils ont un parti communiste qui a commencé en 1921, qui a été battu, qui a fait une longue marche pour juste survivre, parce que la longue marche, c'est une marche de survie, une retraite est perdue. 100 000 mecs s'en vont, il en arrive à peine 30 000. Mais ils ont capacité de se réorganiser, ils sont loin, ils vont avoir d'ailleurs une aide soviétique. Et puis, ils vont mener une guerre de guérilla avec un type appelé Mao Tse-tung qui va inventer quelque chose de nouveau. La guérilla à la façon dont on l'a menée en Espagne, c'est-à-dire l'explosion spontanée avec le harcèlement des troupes adverses grâce à la surprise,
l'embuscade, etc. Bon, c'est pas suffisant. Non, Mao, lui, il imagine autre chose, parce que c'est un lecteur également de stratèges chinois, comme Sun Tzu et d'autres. Et il invente la guerre révolutionnaire qui veut dire il s'agit de faire de la guérilla pour prendre le pouvoir. Et comment est-ce qu'on prend le pouvoir? On prend le pouvoir lorsqu'on est capable de mobiliser la population. Ce n'est pas le contrôle du territoire qui compte. Hein, l'armée adverse, elle contrôle le territoire, le jour. Le soir, c'est nous qui contrôlons la population. Et c'est ça qui compte. Et comment est-ce qu'on contrôle la population? Avec des cadres, des types qui parlent la langue du pays, le langage des paysans. Ça demande une capacité d'approche que jamais aucun étranger n'a d'ailleurs. Il faut être local, il faut parler la langue. Non seulement il faut parler la langue, il faut parler le parler que les gens comprennent. Bon, bref, ces cadres, ils se mêlent à la population et ils disent, voilà, nous combattons pour modifier cette situation où nous sommes dépendants d'un État qui est oppressif, qui est en plus inefficace et corrompu. Et nous donnons l'exemple justement de la non-corruption, de l'efficacité, de la discipline, ce qui à l'époque était vrai. C'est-à-dire que le combattant guerriero doit toujours se montrer aussi droit que possible. Après, quand on aura gagné, on profitera du truc. C'est une autre paire de manches. Alors donc, les Chinois se débrouillent comme ça. En Inde, Monsieur Gandhi, il invente la non-violence, c'est-à-dire qu'il se rend bien compte qu'on ne peut pas bousculer l'armée britannique, mais on peut, par exemple, mobiliser les gens et faire des manifestations pacifiques où on s'assoit avec 50 000 types, 100 000 types, et en face, il y en a qui vont tirer parmi les Britanniques. Et ça va faire très mauvaise impression dans la Grande-Bretagne démocratique où, en principe, on ne tire pas sur des types qui protestent assis. Grâce à ça, il va pouvoir organiser une mobilisation qui va véritablement être suivie. Les Britanniques s'en rendent compte et ils répondent à Gandhi quand Gandhi leur dit « Quit India », quittez l'Inde. Il dit « Ok, mais laissez-nous gagner la guerre d'abord et après on s'en ira ». Et en 1947, ils vont se tirer. Ils vont s'en aller, mais ils vont s'en aller après avoir laissé une bombe à retardement, c'est-à-dire ils vont consentir à ce qu'on appelle en anglais la partition, avec les musulmans d'un côté et les hindouistes de l'autre. D'où la création du Pakistan occidental et la création de ce qu'on appelle le Pakistan oriental. De l'autre côté. Pourquoi il était de l'autre côté? C'est parce que les deux parties les plus peuplées de musulmans étaient à l'est et à l'ouest. Et en plus, le Cachemire, peuplé en majorité de musulmans, va être laissé aux hindouistes parce que le Maharaja, en tout cas le représentant du Cachemire, il est hindou. Donc les hindous vont en quelque sorte dominer sur une écrasante majorité de musulmans. C'est un truc qui a duré jusqu'à aujourd'hui et qui n'est pas fini. Et ils se sont accrochés là-dessus. Bon, mais ils sont partis en 1947. Les Hollandais, en 1945, ils enregistrent effectivement le fait que les Indonésiens réclament l'indépendance, ils la leur refusent. Alors, ils s'engagent un combat, et en 1949, éreintés, les Hollandais s'en vont. Les Américains refusent de les aider parce qu'ils sont anticoloniaux. Et l'Indonésie devient indépendante. Les Vietnamiens, qui avaient tiré les leçons de la révolution chinoise, dominent la situation au Vietnam. Et le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh déclare l'indépendance. Les Français tergiversent, les Français refusent, c'est la guerre, elle va durer jusqu'à 1954. Entre-temps, les
les types de la Corée dominaient la moitié, c'est-à-dire la moitié nord, les communistes dominaient la moitié nord. Et les non-communistes se trouvaient dans la moitié sud. Les types du nord attaquent, et c'était au sud des troupes américaines qui se battent. Les troupes américaines reculent de façon considérable. À cette époque-là, celui qui dirigeait les Américains, le général MacArthur, dit « Bon, on ne va pas reculer comme ça, faisons une offensive ». Ils essayent de faire une offensive, et au moment où ils arrivent à la frontière chinoise, les Chinois envoient 250 000, entre guillemets, volontaires. C'est-à-dire, ce n'est pas la Chine qui déclare la guerre, c'est des volontaires qui y vont eux-mêmes. Bon, en histoire, on fait des trucs comme ça. Et les Américains sont obligés de reculer. MacArthur propose d'utiliser la bombe atomique. Truman, le président américain, refuse. Il le destitue, malgré qu'il était extrêmement populaire. Il nomme un autre général, Ridgway, qui, avec beaucoup de difficultés, arrive à rétablir la ligne de partage nord-sud qui continue d'exister aujourd'hui. Cette guerre de Corée n'a pas été véritablement gagnée par les Américains. La première puissance mondiale a été mise en échec par des volontaires chinois, qui ne sont même pas reconnus comme des combattants effectifs d'une armée. Et l'année suivante, en 1954, les Français sont écrasés à Dien Bien Phu, dans une victoire totalement inattendue, puisque c'est un piège que les Français avaient dressé pour arriver à abattre les troupes vietnamiennes. L'univers bascule dans cette zone-là. Dans cette zone-là, quelque chose s'est passé et c'est un véritable recul. Voilà. C'est comme ça que se forme le monde d'aujourd'hui. Voilà. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On peut dire deux choses essentiellement. L'Union soviétique a balayé en Europe le nazisme, une ligne de partage, Berlin, la Tchécoslovaquie, à un moment la Yougoslavie, mais finalement Tito, qui est le patron de la Yougoslavie, ne veut pas céder à Hitler, à Staline, pardon. Enfin, une bonne partie de l'Europe, c'est ce qu'on appelait l'Europe de l'Est, devient communiste Volins-Nolins, et l'autre partie, eh bien, grâce au plan Marshall, parvient à se sortir un peu du marasme dans lequel il avait été plongé par la guerre. Donc on va avoir de 1945-47 une guerre froide qui va durer jusqu'à 1991, avec une Union soviétique qui va disposer assez rapidement, elle aussi, à partir de 1949, de la bombe atomique. Et la bombe atomique crée un monde nouveau qui continue aujourd'hui d'exister, c'est-à-dire un monde de la dissuasion fondé sur le fait que si quelqu'un utilise la bombe le premier, l'autre a suffisamment de bombes qu'il a conservées, soit en silo, soit en mer, soit dans les airs, pour pouvoir faire ce qu'on appelle une deuxième frappe. La capacité de seconde frappe est mortelle et on ne sait pas en réalité si le vainqueur est vraiment le vainqueur, parce que le coût de la victoire est démesuré. Aaron, qui était un garçon solide, il avait dit guerre improbable, victoire impossible. Donc, depuis hier, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a utilisé la bombe. Intéressant. Aujourd'hui, on nous dit attention, ils vont utiliser la bombe. Non, personne ne va utiliser la bombe. Ça, c'est pour faire peur aux enfants. C'est un peu comme comment ça s'appelle? Le rouge, là? L'alerte rouge. Oui, l'alerte rouge. Je veux dire, l'alerte rouge, merde. Enfin, je veux dire, n'exagérons pas. Hein.
un peu de calme. Oui, il fait chaud, donc ça ne doit pas empêcher de vivre. Alors, par exemple, des amis là, qui sont présents signalent que dans les Landes, toute manifestation de groupe est interdite de 10h du matin jusqu'à 19h. Bon, c'est quand même fabuleux, je veux dire. On se croirait à Shanghai. Bon, donc, je reviens à mon sujet. Cette guerre froide va perdurer, et qui va la perdre? Eh bien, ce sont les soviétiques qui la perdent. Non pas qu'ils ont été battus, la guerre n'a pas eu lieu. Non, en réalité, les soviétiques perdent la guerre parce qu'ils sont incapables de modifier le côté, comment dirais-je, inerte de leur économie. C'est une puissance militaire, c'est une puissance spatiale, mais du point de vue économique, même leur boîte d'allumettes marchait mal. Donc, ils ne sont pas sortis, disons, de l'auberge. Lorsque M. Gorbatchev a décidé de quitter l'Afghanistan et en même temps de refaire ce qu'il a appelé glasnost et perestroïka, c'est-à-dire démocratisation et restructuration économique, eh bien, quand il a dit démocratisation, ça voulait dire à partir du moment où vous pouvez parler, vous n'irez pas en prison. Et qu'est-ce que les gens ont dit? À partir du moment où ils ont eu le droit de parler, ils ont dit qu'ils n'étaient pas contents. Et qui n'étaient pas contents? Les plus mécontents, c'était les nationaux, c'est-à-dire pas les Russes, non, les Baltes, les Caucasiens, en disant nous sommes brimés, on est écrasés par les Russes, etc., etc. Bon, et l'Union soviétique, en fin de compte, elle s'est délitée, elle a éclaté, elle a disparu, en partie aussi par l'inertie de la bureaucratie et en partie aussi par le fait que Gorbatchev avait dit en Europe orientale, on ne tire pas sur les manifestants qui manifestent contre nous. En général, on tirait. On a tiré à Berlin en 1953, on a tiré à Budapest en 1956, on est intervenu avec des tanks en 1968 à Prague. Là, on n'intervient pas. Eh ben, le mur de Berlin s'est effondré, les Hongrois ont poussé, les Polonais ont poussé, les Berlinois aussi, et puis l'Union soviétique elle-même disparaît. À partir de là, dernier acte, les États-Unis n'ont pas cessé de repousser sur les conseils de Zbigniew Brzezinski, dans un livre admirable qui s'appelle Le Grand Échiquier. Ils n'ont pas cessé de repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie, Ukraine comprise. Pourquoi Ukraine comprise? Parce que Brzezinski avait dit « Sans l'Ukraine, la Russie n'est plus qu'une puissance locale. Avec l'Ukraine, ils sont une puissance euro-asiatique. Donc, il faut absolument enlever les 45 millions de Slaves et les gagner du côté occidental. » Bon, c'est ça qui s'est passé entre 1991 et 2014, en 2 temps. Premier temps, 2004, où les Américains ont essayé le truc, ça n'a pas marché. M. Poutine s'est accroché, il a gagné. Et deuxième tentative, 2014, effectivement, Poutine a perdu. Donc l'Ukraine est devenue indépendante. Et Poutine, par mesure, comment dirais-je, il a pris la Crimée, qui était russe, puisqu'elle avait été donnée par Nikita Khrouchtchev, ukrainien d'ailleurs, et patron du Parti communiste russe à cette époque-là, du Parti communiste soviétique, en 1954, et qui était peuplé avec une majorité de Russes. Bon, donc il a gardé ça. C'est ce qu'aurait fait n'importe quel chef d'État digne de ce nom, c'est-à-dire quand vous pique
le gros morceau, vous pensez à prendre le petit qui vous appartient. Et dernier truc, M. Poutine, lui, a commis l'erreur, le 24 février de cette année, de penser qu'il pouvait faire un troisième round où il pourrait s'emparer du contrôle de l'Ukraine, ce qui n'a pas marché du tout, parce qu'il n'a pas réussi à prendre le pouvoir à Kiev et à y placer un régime qui lui soit favorable. Entre-temps, et après ça je m'arrête, mon introduction sera terminée, entre-temps, il y a eu des guerres irrégulières importantes. Irrégulières perdues par qui ? D'abord pas par les Européens, puisque nous, Européens, depuis 1945, nous n'avons remporté qu'une seule victoire. Madame Thatcher a gagné au Malouine. C'est tout. Pour le reste, nous avons bénéficié du parapluie américain et on est resté tranquille. Et quand on est sorti, on est revenu la queue basse après la guerre d'Indochine ou après la guerre d'Algérie. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est les Américains qui prennent le relais. Les Américains vont prendre le relais au Vietnam, juste après les Français, qui en 1954 viennent de perdre des Bien Phu. Les Américains sont là en 1955. Ils luttent contre le communisme. Pour eux, c'est les Chinois qui sont en train de venir, et si le Vietnam tombe, c'est toute l'Asie du Sud-Est qui est perdue. C'est ça leur analyse. Ils sont sûrs de gagner. Ils ont une supériorité fantastique. Les Français, bon, bah, c'est un état d'impuissance moyenne. Eux, non, ils sont imbattables. Ils ont des hélicoptères, ils ont le nombre. Ça démarre avec l'enthousiasme de la population, parce qu'on a expliqué qu'on est la justice contre la barbarie, blabla, etc. Et puis on va s'apercevoir qu'en face, ils tiennent. Ils ont cette tenace détermination de ceux qui sont décidés à ne céder sous aucune pression. Et au moment où le général qui commandait du côté américain, M. Westmoreland, fin 67, annonce à l'opinion publique américaine « Nous en sommes à la dernière phase et nous allons gagner très prochainement », les Vietnamiens, sud et nord d'ailleurs, vont organiser l'offensive du Tet. Le Tet, c'est le nouvel an lunaire, fin janvier, début février de 1968. Ils vont organiser une offensive générale sur une cinquantaine de villes d'importance moyenne et aussi des villes importantes comme Hue, l'ancienne capitale, ou Saigon même. À Saigon, ils envoient même un commando suicide de 19 000 types qui va pénétrer dans l'ambassade américaine et tenir toute la nuit dans l'ambassade américaine, aux grandes dames des journalistes. C'est pas possible, quoi. Ils arrivent même là. Alors évidemment, au bout d'un mois, les Américains arrivent à remettre l'ordre. Cependant, le choc psychologique est créé. On s'est rendu compte que non, on n'est pas du tout en train de déboucher sur la victoire. Ces types ont été capables de foutre le bordel partout. Et il s'agit maintenant de négocier. C'est-à-dire que les Américains acceptent la négociation. Ça veut dire, on n'a pas gagné, puis on ne va pas gagner. Et cette négociation dure de 68 à 73, chaque camp essayant de consolider ses moyens. Sauf qu'en 73, au moment où les Américains s'en vont, c'est un départ catastrophique. Les images montrent le toit de l'ambassade américaine avec des types qui s'accrochent aux pales des hélicoptères, enfin pas les pales, mais enfin bref, aux hélicoptères pour essayer de foutre le camp. Certains tombent. Et un an et demi après, sans intervention américaine, les Nord-Vietnamiens
prennent Saïgon. C'est une défaite américaine. Très importante. Ils ont perdu 58 000 hommes. Pour eux, c'est ce qu'ils appellent le syndrome vietnamien. Perdre des gens. Évidemment, ils ont peut-être tué en face 700, 800 000 hommes, mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est leurs 58 000 à eux. Et c'est là qu'on va créer ce concept complètement bizarre, la guerre zéro mort. La guerre zéro mort, ça veut dire, désormais, je ne veux plus, moi, perdre d'hommes au sol. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais gagner des guerres en bombardant. C'est ce qu'il va faire en Irak, contre Saddam Hussein. En Irak, lorsque Saddam Hussein s'empare du Koweït, on va se débarrasser de lui en bombardant le pays. Et la coalition dirigée par les États-Unis va perdre moins de 300 hommes. On ne va pas donner le nombre de militaires irakiens morts au combat. Mais les services spéciaux britanniques vont faire savoir que leur estimation, c'est que les Irakiens ont perdu, au bas mot, 70 000 hommes. On ne l'annoncera pas parce que la différence considérable aurait été difficile à avaler, même pour les opinions publiques vainqueurs, les Européens et les Occidentaux. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le dégât collatéral, en fait, c'est un état qui n'est pas collatéral du tout. La plupart des dégâts sont des dégâts parce qu'on bombarde, histoire de casser l'adversaire pour protéger ses hommes. C'est ce qui va se passer en Afghanistan. En 20 ans d'Afghanistan, les États-Unis ont perdu 2500 soldats. Ça veut dire 127 types par an en moyenne. Dérisoire. N'empêche qu'ils sont partis la queue basse après une retraite tout à fait spectaculaire et ils se sont retrouvés, comment dirais-je, marginalisés. Heureusement, M. Poutine a commis l'erreur d'envahir l'Ukraine. Ça a permis aux Américains de se refaire un lustre avec une guerre par procuration, où ils ont donné des armes, de l'argent aux Ukrainiens pour se battre. Ils ont ressuscité l'OTAN et, en quelque sorte, ils essayent de faire oublier les défaites qu'ils ont accumulées depuis maintenant une quarantaine d'années. Voilà la situation telle qu'elle se présente, auquel j'ajouterais la victimologie dans laquelle nous vivons, dont le vide de cette salle est l'expression concrète, c'est-à-dire qu'il ne faut plus prendre de risques, on vous fait peur, on a peur de son ombre, il y a une bombilette qui peut éclater quelque part, on n'y va pas, il fait trop chaud, il faut y aller. Quand vous prenez le train, ils vous disent attention à la marche en descendant, mais ça ne va pas, non, mais prendez un pour un con ou quoi? Voilà, en 2 mots. Et bref, voilà ce que je peux vous dire, auquel on peut ajouter un dernier truc. Du point de vue démographique, nous sommes en plein, comment dirais-je, descente. Il y avait 33% d'Occidentaux en 1900. Aujourd'hui, il y en a 12%. Voilà. Et ben, voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle une introduction sur la situation concrète d'aujourd'hui. Merci bien. Il s'agissait de Gérard Chaliand à la librairie Ombre Blanche samedi 18 juin 2022 autour de la publication de son livre « Le savoir de la peau » aux éditions de l'Archipel. Gérard Chaliand a signé de très nombreux ouvrages parmi lesquels Une histoire mondiale de la guerre, Guerre et civilisation chez Odile Jacob, Les empires nomades chez Perrin, Atlas du nouvel ordre mondial chez Robert Laffont ou encore L'aventure, le choix d'une vie aux éditions Point. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.